Bonjour YouTube, bienvenue dans cette VOD spécialement dédiée aux questions d'actualité du Sénat. En effet, pour des raisons techniques, j'ai été dans l'impossibilité de diffuser les questions d'actualité au gouvernement du côté de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, Yael Braun-Pivet va s'effacer, littéralement c'est ce que j'ai fait pour la miniature de l'épisode. Et on va laisser place à notre Gérard Larcher international, la mascotte un petit peu de ce stream. J'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours aussi friand de ce format des questions d'actualité au gouvernement. Le format complet Assemblée nationale et Sénat reviendra la semaine prochaine. Accrochez-vous. Voilà. Et juste avant que Gérard Larcher ne s'installe au plateau, je vais vous rappeler que si vous appréciez ce format, n'hésitez pas à le liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité politique qu'on suit sur la chaîne. Voilà, on avait un passionnant débat à la césure entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la dissolution. Très intéressant. King Loris, d'ailleurs, je te propose qu'on en reparle après la fin des QAG du Sénat, d'ailleurs. Parce que c'est vraiment très intéressant et j'ai vraiment envie de continuer à en parler. Allez. La séance est ouverte. Le compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation. Y en a-t-il en séance? Ah oui, j'ai réglé les problèmes de qualité d'image aussi. Le procès-verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance est retransmise sur Public Sénat, sur notre site internet. Et sur la chaîne de Saslil qui a les droits de diffusion. C'est un rappel habituel au respect des uns et des autres, mais aussi au respect du temps de parole. Je donne immédiatement la parole à notre collègue Dominique Théophile pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous avez la parole, mon cher collègue. Le groupe RDPE. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le groupe RDPI tient à rappeler les conditions inhumaines dans lesquelles sont détenus Cécile Collère et Jacques Paris, qui entament leur 4e année de détention arbitraire en Iran. Nous leur adressons ainsi qu'à leurs proches une pensée sincère et tout notre soutien. J'en viens à ma question qui s'adresse à la ministre de la Transition écologique. Madame la ministre, en 2018, Nicolas Hulot s'était rendu en Guadeloupe pour constater les ravages causés par les sargasses. Face à la gravité de la situation, il avait pris au nom de l'État un engagement clair. Les algues seront ramassées dans un délai maximal de 48 heures après échouement. 7 ans plus tard, cet engagement n'a jamais été respecté. Le phénomène s'aggrave. En 2025, nos côtes sont submergées, les sargasses s'accumulent, fermentent et libèrent de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac en concentration alarmante, provoquant des troubles respiratoires, des lésions oculaires. Ah ouais. Ce n'est plus une nuisance, Madame la ministre, c'est un empoisonnement à ciel ouvert. À Capesterre de Marie-Galante, le collège Nelson Mandela a dû être évacué. Les riverains désertent les logements et les commerces ferment. Les moyens déployés sont dérisoires face à l'ampleur du sinistre. Madame la ministre, vous connaissez bien ce dossier. Nous en avons échangé à ce sujet. Depuis, la situation a empiré. Nos communes, et particulièrement les plus petites communes, les Saintes et la Désirade, n'ont ni les bras ni les camions pour gérer des échouements de plusieurs centaines de tonnes par semaine. Le préfet ne dispose pas de moyens suffisants pour agir efficacement. Il faut une véritable stratégie nationale d'intervention. Le ramassage sous 48 heures doit être respecté. C'est une exigence sanitaire vitale, pas une option. Face à l'ampleur de la menace, une réponse interministérielle concrète et efficace est indispensable. Ne répétons pas l'erreur du chlordécone. Ce serait une deuxième faute historique face à une pollution chronique invisible depuis Paris, mais bien réelle et toxique pour les Antilles. Madame la ministre, à quand une réponse à la hauteur des discours? Donc, une question la parole qui commence à la ministre de la Transition écologique sur les de la Dromcom. biodiversité de la mer, Madame Pannier-Runacher. Ah mais c'est violent. Hein, Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Théophile. D'abord, permettez-moi de me joindre à l'hommage que vous avez rendu à nos 2 compatriotes français retenus en Iran depuis plusieurs années dans des conditions intolérables. J'imagine que nous y reviendrons dans cette séance. Je mesure pleinement l'ampleur du problème des sargasses dans nos territoires ultramarins et notamment en Guadeloupe. Et je connais vos engagements pour ce combat puisque vous avez mené une mission d'études régionales et organisé une conférence internationale en 2019 qui ont permis d'aligner un certain nombre de pays et de prendre différentes mesures. Ce fléau est amplifié par le dérèglement climatique. Il n'est pas seulement une question environnementale.
Vous l'avez très bien dit, c'est un enjeu économique, social, sanitaire, qui touche directement nos concitoyens et qui est dévastateur pour le tourisme, la pêche et la santé des habitants. C'est pourquoi nous agissons avec des moyens techniques, humains et financiers. Avec le plan Sargasses II d'abord, mis en œuvre dès 2022 et qui se poursuit jusqu'en 2025 pour gérer la détection en amont des sargasses jusqu'à leur traitement final une fois échoués sur les côtes. Des expérimentations de relargage en mer sont également en cours. Elles sont suivies avec attention pour éviter de potentiels effets sur la biodiversité ou que ces sargasses reléguées arrivent sur des territoires voisins. Cette question sera également discutée lors du prochain comité interministériel à la mer pour donner des suites au plan Sargasses II. Mon objectif, c'est de disposer d'un plan de lutte et de gestion post-2025 avec des moyens qui mettra l'accent sur l'identification et le soutien aux filières de valorisation ainsi que sur le déploiement élargi de la collecte en mer et du relargage sous réserve de retour d'expérience positif. Monsieur le sénateur, nous prendrons aussi en compte vos travaux, ceux de vos collègues parlementaires Michaël Cosson et Olivier Servat qui viennent de remettre une mission flash sur les algues. Vous pouvez compter en tout cas sur mon engagement pour porter ce sujet. La protection de nos concitoyens est une de mes priorités. Intéressant. Je profite de cette question pour remercier Dominique Théophile de la présidence qu'il a assumée pendant 18 mois avec un réel souci de la qualité de nos débats à la grande satisfaction de nos collègues. Je voulais le saluer à cet instant. Juste pour revenir sur les algues, moi j'avais entendu parler, je ne sais pas si c'est le cas pour les sargasses, j'avais entendu parler que leur prolifération était liée au rejet de plein de produits dans les eaux qui entraînent leur prolifération. Donc, je ne sais pas si c'est lié à ces algues-là. Monsieur le ministre, alors les indépendants. École polytechnique, CNAM, Éducation nationale, ministère régalien, voire opérateurs d'importance vitale, ont récemment choisi des solutions numériques américaines pour des centaines de millions d'euros portant sur des gros volumes de données sensibles, y compris de santé. Du stockage en cloud ? Ainsi se multiplient nos dépendances à des prestataires technologiques extra-européens. J'étais lundi à Choose Europe for Science. Le président de la République y a rappelé l'absence de cloud souverain européen a été une erreur stratégique majeure participant de notre vassalité. Mi-mars, j'ai alerté les ministres de Montchalin et Chapaz. Votre courrier conjoint, monsieur le ministre, à toutes les tutelles, comme le contrat stratégique de filière logiciels et solutions numériques de confiance, vont dans le bon sens. Mais passons de grâce du mode observatoire au mode exécutoire. Monsieur le ministre, le décalage parole-acte vous a précédé, mais font toujours défaut des chiffres fiables et consolidés de l'achat public numérique via l'UGAP ou autre. Cela interroge sur l'appropriation de l'article 31 de la loi Sren. Je l'avais entrevu lors d'un récent contrôle sur la commande publique des universités. Cela interroge d'autant plus qu'on le sait, la donnée est duale par nature. Et le contexte géopolitique rend vitale notre protection, car les solutions américaines embarquent l'extraterritorialité de la législation FISA, y compris en Europe. Or, 82% des requêtes à ce titre sont exploitées à des fins d'intelligence économique. Cessons d'être naïfs. Pour le triple intérêt de bonne gestion de nos deniers publics, de confiance de nos concitoyens, de protection de nos données, à quand, monsieur le ministre, l'audit de la chaîne de la commande publique numérique et l'obligation de justifier objectivement du choix de toute solution non européenne? Eh bien, intéressant comme question. Ouais. Le stockage de nos données, surtout les données sensibles, effectivement, à partir du moment où d'autres pays peuvent y avoir accès, ça va devenir gênant. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Paoli-Gagin, vous avez raison. La commande publique, ce n'est pas seulement un sujet technique, c'est avant tout un levier stratégique de souveraineté et de résilience. Stratégique car la commande publique, c'est 170 milliards d'euros de dépenses publiques par an. Stratégique car derrière la commande publique se cachent des enjeux majeurs de souveraineté et d'indépendance, notamment en matière de défense et de numérique. Le gouvernement suit avec un grand intérêt les travaux de la commission d'enquête du Sénat sur les coûts et modalités effectifs de la commande publique et la mesure de leur effet d'entraînement sur l'économie française. Une mission de l'Inspection générale des finances a également été lancée en novembre dernier sur les pratiques des centrales d'achat public qui devrait venir nourrir notre réflexion d'ici le mois de juin. Car comme vous, je suis convaincu que nous devons arrêter d'être les grands naïfs de la mondialisation. L'argent public doit être mis en priorité
au service de notre souveraineté économique. Avec les ministres Amélie de Montchalin et Clara Chapaz, nous assumons un pilotage plus exigeant de notre doctrine d'achat public pour en faire un véritable levier de transformation stratégique. Près de 145 millions d'euros ont déjà été engagés par les administrations dans les solutions cloud, sur les recommandations de l'ANSSI et la base de la doctrine cloud de confiance, vous l'avez rappelé. Les acteurs français ont réussi à capter près de 65% de ces marchés, pour un montant d'environ 90 millions d'euros. Pour l'État central, cette part atteint même 95%, preuve que nous pouvons y arriver. Pour renforcer notre résilience et notre indépendance, la loi SREN impose désormais le recours au label SecNumCloud, ou un équivalent européen pour toute utilisation de données sensibles dans l'administration. Ces résultats sont le fruit d'un engagement clair en faveur de notre souveraineté. Enfin, nous devons simplifier l'accès à notre commande publique avec le projet de loi de simplification. Les seuils de marché public seront modifiés, vous le savez. Ce seuil sera également relevé pour les entreprises du secteur de la défense. Vous pouvez en tout cas compter sur mon action, sur l'action du gouvernement. Je vous remercie. Ah ouais, relever les seuils de commande publique. Monsieur le ministre, nous comptons sur votre action dans le réel. Nos données et nos euros doivent autant que possible rester à la maison. Je vous remercie. Elle a bondi sur son micro. La parole est à notre collègue Michel Massé pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le garde des Sceaux, nous avons récemment salué les nouvelles recrues, les agents de l'École nationale d'administration pénitentiaire d'Agen et rendu hommage à leur engagement. Je tiens à affirmer ici, mes chers collègues, que toutes les violences à leur égard sont inacceptables. Elles présentent un nouveau défi pour l'administration pénitentiaire et pour la société tout entière. Je m'inquiète des conditions dans lesquelles ces personnels exercent leur mission. À Gradignan, avec 210% de surpopulation, ce ne sont plus les cellules qui manquent, mais les quelques mètres carrés pour placer un nouveau matelas. Et ce n'est pas la proposition de frais d'hébergement payés par les détenus que se trouve la solution. La surpopulation stresse l'ensemble de l'écosystème de la détention et particulièrement le quotidien des agents. Elle détourne le sens de la peine carcérale. Si la prison est une sanction légitime car elle écarte les individus dangereux, elle se doit également de préparer leur réinsertion dans la société grâce notamment aux collectivités, aux associations, à France Travail. Au lendemain d'une forte mobilisation des services pénitentiaires d'insertion et de probation, Monsieur le ministre, les chantiers sont immenses. Je connais votre énergie à la construction de nouvelles prisons, mais n'oublions pas la rénovation des structures existantes dans lesquelles s'entassent nos concitoyens détenus. Avez-vous un plan pluriannuel de rénovation? Que prévoyez-vous également face au défi cardinal de la santé mentale et physique vu le manque de psychiatres et de soignants? Tout ceci pour que la réhabilitation ne devienne pas le parent pauvre de la détention. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Gérald Darmanin. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je connais votre attachement aux questions pénitentiaires et aux agents pénitentiaires, puisqu'à plusieurs reprises nous nous sommes rencontrés sur ce sujet, notamment à l'École nationale d'administration pénitentiaire qui est dans votre département à Agen. Aujourd'hui, nous avons une administration pénitentiaire qui est attaquée. Attaquée d'abord par des voyous, par des narcotrafiquants, du fait de notre travail collectif, celui d'une loi extrêmement importante que vous venez de voter, qui lutte contre le narcotrafic, qui empêchera, je l'espère, et de manière définitive, toutes les prochaines affaires Amra, puisque le 14 mai prochain, le président de la République aura l'occasion de rendre hommage aux 2 agents pénitentiaires lâchement assassinés au péage d'Incarville. Et le régime carcéral que nous avons mis en place, extrêmement difficile, copié sous le modèle italien, est la preuve que ça les fait réagir en attaquant le domicile des agents pénitentiaires, en attaquant les prisons. Et nous le devons à notre courage collectif de changer les choses. Vous me posez la question sur les constructions. Sur les 15 000 places de prison annoncées en 2017, 5 000 ont été construites, 5 000 sont en ce moment en cours de travaux et 5 000 sont à construire. J'ai annoncé, sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République, la construction rapide, 2 fois moins chère, 3 fois plus vite, de prisons modulaires, pour qu'effectivement une partie de la surpopulation carcérale, qui nuit profondément au travail des agents pénitentiaires et bien sûr à la réinsertion des détenus, puisse être corrigée. Je sais que dans votre propre département, vous êtes candidat à obtenir des lieux pénitentiaires supplémentaires. Et puis il y a les rénovations.
Ces rénovations, nous les ferons intégralement, comme Monsieur le Premier ministre l'a arbitré dans les non-suppressions de crédits au ministère de la Justice, puisqu'il ne manque pas 1 euro dans les crédits qu'ont voté le Parlement sur les rénovations pénitentiaires, plusieurs centaines de millions d'euros en ce moment dans les prisons françaises. Je remercie le Premier ministre de son arbitrage dans un contexte budgétaire difficile. Donc nous avons un plan, nous rattrapons les grandes difficultés et surtout nous soutenons les agents pénitentiaires qui font un travail formidable et qui, je sais, ont votre soutien. Alors, Monsieur Massé. est-ce qu'il est convaincu? Merci, monsieur le ministre. Gardons en mémoire les propos de Robert Badinter. Sauf à tourner le dos à l'idéal républicain, la conception de la prison doit être bien sûr la sanction, mais aussi l'amendement et la réinsertion. Merci. Toujours classe de terminer par La parole est au président par une citation Patrick comme ça. Kanner pour le groupe socialiste, écologiste et Président du groupe républicain. socialiste, donc c'est le Premier ministre qui va répondre. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre, entre l'Élysée et Matignon, c'est à qui dégainera le premier? Budget d'austérité avec 40 milliards de coupes, contribution des retraités, nouveau mode de scrutin législatif. Vous brandissez maintenant l'arme référendaire comme un joker politique à chaque blocage, comme un aveu d'impuissance de l'exécutif. Mais entre un président qui veut consulter sur l'organisation du temps scolaire, compétence gouvernementale, et un Premier ministre qui annonce des référendums sans en avoir le pouvoir constitutionnel, une question se pose: qui gouverne? Et surtout, gouvernez-vous encore ensemble? Au tempora, au mores. Double claque. Hier, on parlait de couac. Aujourd'hui, on parle de polyphonie, mais il faut bien appeler les choses par leur nom, c'est de la cacophonie qui l'emporte. Pire, une cacophonie politique érigée en méthode de gouvernement, un gouvernement d'auto-entrepreneurs. Ce balai institutionnel donne le sentiment d'un c'est que le pouvoir à début. court d'idées, à court de majorité, à bout de souffle, déjà. Pendant ce temps, les Français, eux, ne demandent pas de référendum sur le budget ou l'organisation territoriale du pays. Ils veulent savoir s'ils pourront finir le mois, se loger, se soigner, accéder à l'éducation pour leurs enfants, vivre en sécurité, se projeter simplement. Par 2 fois, en responsabilité, nous n'avons pas censuré. Mais soyons clairs, Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas là pour durer, vous êtes là pour agir. Agir contre l'anxiété sociale qui ronge notre pays. Ça dit les termes. Monsieur le Premier ministre, votre objectif est-il de tenir le plus longtemps possible à Matignon ou bien de répondre enfin aux vraies attentes des Français? Ça dit les termes. On Et vous tout de suite la répond, parole au Premier ministre parole qui, est lui, à n'aura pas de limite de Monsieur temps le de Premier parole. ministre, vous avez la parole. Et du coup, oui, c'est que le Merci, début de Monsieur la le Président, séance. donc mesdames pour et messieurs les l'instant, c'est que le sénateurs, début. Monsieur le Président Patrick Kanner, je trouve votre question extrêmement éclairante d'un certain nombre de faiblesses françaises. Et je vais répondre très simplement. Le constat que vous faites ou la photographie que vous présentez, elle est gravement fautive. Quand vous dites que le gouvernement a comme responsabilité de fournir des moyens à tous les acteurs de la société, vous oubliez de dire une chose, c'est que tout courant politique confondu, nous avons créé une situation dans laquelle l'état du pays, l'état des finances du pays, l'état du patrimoine du pays est désormais, ça ne sert à rien d'agiter les bras dans tous les sens. Je dis que un pays qui a accumulé 3 300 milliards de dettes, 3 300 fois 1 000 millions d'euros de dettes, et qui s'achemine, si on ne fait rien, vers une charge annuelle de la dette de 100 milliards, c'est-à-dire l'équivalent de l'addition du budget de l'éducation nationale et de la défense nationale. Ceux qui laissent faire ça sont des irresponsables. Et ceux qui, chaque fois qu'ils montent à la tribune, le font pour demander des crédits nouveaux, le font pour demander des dépenses de l'État nouvelles, ceux-là trahissent l'intérêt du pays. Et donc, le Premier ministre et le Président de la République, travaillant ensemble, Monsieur Kanner, et je vais d'ailleurs vous en donner la preuve, elle est très simple. Lorsque nous évoquons des projets de référendum, si je ne doute pas que vous connaissiez la Constitution par cœur, l'article 11 dit qu'ils sont décidés par le Président de la République sur proposition du gouvernement. Et donc chacun est dans son rôle
en évoquant des consultations sur des sujets qui sont des sujets cruciaux. Qu'est-ce qui nous manque? Je vais vous dire en toute sincérité et, si vous permettez, en amitié. Je vais vous dire exactement ce qui nous manque. C'est que les Français, l'opinion publique française, l'opinion civique française prennent conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si nous ne parvenons pas à atteindre ce seuil-là, nous échouerons à coup sûr. Pas seulement le gouvernement, ce gouvernement-là et tous les gouvernements suivants. C'est la raison pour laquelle nous avons l'intention et de tenir les engagements budgétaires et de préparer pour les années qui viennent le chemin, le scénario d'un atterrissage qui permettra enfin à la France de se débarrasser de la charge excessive de la dette et de ne plus être le dernier pays de l'Union européenne sur ce sujet. C'est une responsabilité du gouvernement et le gouvernement l'assumera. On peut poser des sujets importants au référendum, comme par exemple l'abrogation de la réforme des retraites. Au hasard. Au hasard, bien sûr. Monsieur le Premier ministre, vous êtes à Matignon depuis 5 mois. Mais vous soutenez Emmanuel Macron depuis 96 mois. Et j'ai le regret de vous dire, connaissant aussi comme vous la Constitution, qu'on ne peut pas la tordre comme vous souhaitez le faire en prenant à témoin les Français. L'article 47 de la Constitution prévoit que l'élaboration budgétaire relève exclusivement du Parlement en France. Et ce n'est pas par un référendum que vous pourrez évacuer votre responsabilité collective dans le cadre de l'incurie budgétaire que nous connaissons depuis maintenant 7 ans. Je voulais le dire simplement, il ne faut pas brutaliser le Parlement dans ses compétences constitutionnelles. Ce référendum sur la situation des finances publiques est une ineptie. La parole est à notre collègue. Est-ce que ça compte pour la prédiction selon vous? Pour le groupe communiste républicain citoyen. Les communistes. Merci Monsieur le Président. Oui, Ma question s'adresse au ministre de la Santé, Monsieur Yannick Neuder. Monsieur le ministre, la Réunion traverse actuellement une grave épidémie de chikungunya. Depuis le début de l'année 2025, plus de 100 000 personnes ont été infectées. Cependant, ni l'État, ni les autorités sanitaires n'ont tiré de leçons de la dernière épidémie il y a 20 ans. Les alertes que nous lançons depuis des mois ont été accueillies avec indifférence par le gouvernement. La gestion de cette épidémie par les autorités sanitaires laisse apparaître des failles à différents niveaux de responsabilité. Je rappelle que le chikungunya provoque des douleurs incapacitantes pendant plusieurs jours et qui peuvent même revenir après des mois. Le 20 avril, un bébé d'1 mois ayant contracté le virus est décédé. La transmission du virus de la mère à l'enfant entraîne des pathologies cardiaques ou neurologiques sévères chez la moitié des nourrissons. Les bébés atteints chez nous sont placés sous morphine. Les autorités sanitaires d'aujourd'hui portent la lourde responsabilité des séquelles, parfois irréversibles, qui se révéleront chez nos bébés actuellement victimes du virus. Le vaccin a provoqué des formes graves chez 3 personnes vaccinées, ce qui a conduit la Haute Autorité de Santé à retirer les plus de 65 ans du programme de vaccination. Comment la dangerosité de ce vaccin n'a-t-elle pas été mieux évaluée? Monsieur le ministre, les Réunionnais souffrent, mais nous ne sommes pas des sujets d'expérimentation. Rien n'est fait pour lutter contre les ruptures de stock de produits répulsifs ni pour contrôler leur prix. De nombreux Réunionnais subissent une perte de revenus liée aux jours de carence. Quand le gouvernement initiera une suspension des jours de carence, mesure qu'il avait prise pendant la crise Covid pour ne pas pénaliser les malades et pour lutter contre la propagation du virus? Les moyens d'action efficaces, nous les connaissons. C'est la prévention, l'information et la lutte systématique contre les gîtes larvaires. Qu'attend le gouvernement pour les mettre en place? Monsieur le ministre, quand allez-vous prendre au sérieux la santé des Réunionnais? Pour vous et voilà la parole question, mais décidément, entre le chikungunya et les sargasses, les drones comme ils bouffent en ce moment. Salut Stéphane Keldan, bienvenue sur ce stream. Merci Monsieur le Président, Madame et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Corbière. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis la semaine dernière? Suffisamment de 2 minutes pour répondre à toutes vos attaques et surtout à toute la démagogie que vous mettez dans cette situation. Ça y est, ça sort la démagogie. Je me suis rendu par 2 reprises
à La Réunion. Je vous ai invité d'ailleurs à vous rendre à l'ensemble des séquences. Concernant la lutte antivectorielle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est supprimer tous les sites larvaires. Nous avons mobilisé l'armée, 150 militaires, 800 parcours emploi compétences, 200 agents de l'ARS. Dans le bouclier qualité-prix, les répulsifs sont mis. Il y a eu les campagnes d'information qui mobilisent tout le monde, les maires, le département, la région, l'ensemble des présidents d'intercommunalité. Je me suis rendu à l'hôpital, en réanimation. J'ai eu un échange avec la maman du bébé décédé. Et oui, nous avons été un des premiers pays au monde à proposer la vaccination. Nous ne l'aurions pas proposé, vous l'auriez reproché de la même façon. Donc je crois qu'il faut agir avec mesure, avec précision, sur une médecine qui est basée sur les preuves. Toutes les études de safety, de sécurité ont été faites pour ces vaccins et je ne peux pas vous laisser dire que nous utilisons le peuple de la Réunion comme cobaye. Par contre, vous avez une attitude extrêmement démagogique et vous utilisez la difficulté, la maladie pour faire de la démagogie. Je crois que cette situation difficile avec 175 000 cas nous oblige tous. Nous devons avoir une solidarité nationale exemplaire vis-à-vis de l'engagement des soignants que je remercie encore, l'engagement des élus et nous faisons le maximum des choses pour soulager effectivement la douleur de la Réunion. Merci. Oh là là. La parole est maintenant au président Loïc Hervé pour le groupe de l'Union centriste. Alors, l'Union centriste, donc les centristes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, aujourd'hui, la France reçoit le président syrien Ahmad al-Chareh pour sa première visite en Europe depuis sa prise du pouvoir en décembre dernier. Chacun en a bien conscience, il ne s'agit pas de la visite de n'importe quel chef d'État. Al-Chareh est un ancien d'Al-Qaïda et de Daesh. Néanmoins, depuis la chute de Bachar al-Assad et l'accession au pouvoir de sa coalition islamiste, il ne cesse de donner des gages de respectabilité à la communauté internationale. Je ne remets pas ici en cause la nécessité de discuter avec le nouveau pouvoir de Damas, qui se fait soit dans le cadre des organisations internationales, soit en rouvrant notre représentation diplomatique à Damas. En revanche, en le recevant en visite officielle comme chef d'État, il y a aujourd'hui un pas que la France a décidé de franchir. Ce pas représente un énorme cadeau au nouveau régime syrien. Il l'institutionnalise et il le notabilise. Ma question se déploie donc dans deux directions. Premièrement, en amont de cette visite, quels éléments concrets sur le terrain ont convaincu la France de la bonne foi de ses interlocuteurs syriens? À la mi-mars dernier, notre collègue Nathalie Goulet vous demandait s'il fallait faire confiance à Al-Chareh, alors que des populations alaouites et chrétiennes étaient victimes d'exactions. Les choses ont-elles fondamentalement changé depuis, sachant que des ONG ont fait état d'infractions graves aux droits de l'homme et que des combats contre les Druzes ont eu lieu? Deuxièmement, en aval de cette visite, qu'en attend-on précisément de ce régime, de cette visite? Qu'en attendons-nous éventuellement aussi en termes économiques, par exemple dans le cadre de la reconstruction de la Syrie? Pour vous répondre, au moins la question est claire. La parole est au ministre délégué Benjamin Haddad. en charge de l'Europe, Monsieur Benjamin Haddad. Alors, la réponse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Loïc Hervé, merci de votre question. Sur ce sujet, je veux vous l'assurer, nous défendons nos intérêts et la sécurité des Français avec la plus grande lucidité. Et engager un dialogue, parler, faire de la diplomatie, ce n'est pas donner un chèque en blanc, mais c'est juger sur les actes et précisément pouvoir faire la liste de nos demandes et de nos exigences. Il y a quelques mois déjà, lors de la visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à Damas, nous avons engagé un dialogue avec les autorités de transition en Syrie avec certaines demandes de lutter contre la dissémination des armes chimiques sur le terrain en Syrie. Ça a été partiellement fait. D'engager un dialogue avec nos alliés indéfectibles dans la lutte contre le terrorisme que sont Ah oui, c'est sûr que ça Kurdes. change de l'Assemblée nationale. Hein, ouais. D'ouvrir le gouvernement pour être le plus représentatif. C'est deux salles, deux ambiances. Différentes forces politiques et au groupe qui constitue la Syrie. Là aussi, l'engagement a été tenu. Aujourd'hui, si le président de la République... Des fois, il y a Gérard Larcher qui s'énerve sur le temps de parole. Le président de l'autorité de transition syrienne, Ahmed El-Shara, c'est pour aller plus loin,
pour aller plus loin, et vous l'avez dit, monsieur le sénateur, pour que les responsables des massacres inacceptables qui ont été commis sur la côte occidentale de la Syrie contre les communautés alaouites ou les Druzes soient traduits en justice, mais aussi pour continuer notre coopération dans la lutte contre Daesh que nous avons engagée il y a déjà 10 ans et qui est bien sûr notre intérêt de sécurité numéro 1 en Syrie. Parce que si demain la Syrie venait à s'effondrer, bien sûr, ce serait un tapis rouge qui serait déroulé pour le retour de Daesh. Donc vous le voyez, sur tous ces sujets, notre seule boussole, c'est nos intérêts et c'est la responsabilité historique de la France d'être en Syrie et d'avoir ce dialogue avec les autorités syriennes. Merci. Est-ce qu'un jour on pourra avoir le Moyen-Orient en paix, stable et en paix? Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Nous sommes un certain nombre de sénateurs à rentrer de Jordanie et du Liban. Les attentes, elles ne sont pas à mots couverts, hein. Elles sont très importantes à l'égard de la France, notamment dans la protection des minorités, disons-le, chrétiens, alaouites, druzes, yézidis, etc. C'est fondamental et ça doit être rappelé aujourd'hui au président syrien. Merci. La parole est à notre collègue Anne Suris pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Les écologistes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, perspective en santé environnementale, santé et pollution, obstétrique et gynécologie. Voilà 3 revues universitaires reconnues qui subissent la politique de l'administration Trump. En réponse à cette guerre contre les sciences, le président de la République a lancé l'initiative Choose Europe for Science pour accueillir les chercheurs américains dans les universités françaises et européennes. Franchement, formidable. La France, si j'en crois le président de la République, va redonner une place centrale à la recherche et surtout ouvrir ses portes à celles et ceux qui permettent rien de plus, rien de moins que la démocratie par la science, rien de plus, rien de moins que la circulation des idées, mais aussi le combat contre l'obscurantisme, les fake news, mais aussi l'innovation et le partage scientifique. Je m'attends au retour de bateau. Il y a un mais, et même quelques-uns. D'abord, ce silence assourdissant concernant les sciences sociales. Rien les concernant de la part du président de la République. Ça ne sert à rien, les sociologues, c'est bien connu. Seront-elles les grandes oubliées de cet accueil humaniste, alors même que ce sont elles qui, touchant aux plus fragiles, sont particulièrement mises en danger par M. Trump. Ces chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent sur les personnes racisées, les pollutions, le genre et l'histoire LGBT. Seront-elles accueillies? Seront-elles même une priorité? Pouvons-nous être assurés que la liberté académique continuera d'être défendue contre toute chasse aux sorcières, contre les soi-disant tenants d'un wokisme, contre les désobéissants au genre originel ou contre celles et ceux qui se mobilisent pour que les Gazaouis survivent? Pouvons-nous être assurés que l'indépendance de la science, par le biais, par exemple, du maintien des agences scientifiques de l'État comme l'OFB, l'ADEME et Santé publique France? Car oui, la promesse est belle, mais nous souhaitons aujourd'hui vous entendre sur ce point. Est-ce un engagement ferme, sans grands oubliés et avec un plan d'investissement à la hauteur? Comment faire, enfin, Monsieur le Ministre, avec seulement 100 millions d'euros? Bon, la question est claire et précise. Délégué en charge des relations Quels moyens on donne à la recherche pour accueillir tout ce beau monde? Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Anne Sourice, je vous prie d'excuser l'absence du ministre Philippe Baptiste qui est actuellement à l'Assemblée nationale sur la PPL de lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur qui a été bonjour à toi, Maskili, Assemblée il y a quelques mois. Vous avez raison. Le programme Choose Europe for Science, qui a été annoncé lundi, est une véritable opportunité pour la France et pour l'Europe, compte tenu de toutes les menaces qui pèsent sur les chercheurs, sur le continent américain et en particulier aux USA, pour que demain, ils aient la possibilité de venir travailler dans notre pays et de renforcer notre potentiel de connaissances, de recherche, et pour construire un avenir économique et industriel qui nous permettra de reconstruire une souveraineté économique, industrielle, française et européenne et de continuer d'avancer sur le chemin de l'avenir. L'Union européenne, dans ce cadre, a promis 500 millions d'euros qui seront déployés en effet entre 2025 et 2027. Et comme vous l'avez souligné, le président de la République a confirmé l'engagement de 100 millions d'euros supplémentaires pour cofinancer l'accueil des scientifiques. Depuis le lancement de la plateforme Choose France, d'ailleurs, le succès est au rendez-vous avec d'ores et déjà 40 000 connexions qui ont eu lieu et 770 comptes créés.
je puis vous assurer que la liberté académique est bien la promesse que la France formule et que cette promesse sera tenue. Il s'agit bien d'assurer aux chercheurs américains dont nous souhaitons favoriser l'accueil de pouvoir travailler dans des conditions intégrales de liberté. Et s'agissant du budget français, je veux vous rappeler l'effort qui a d'ores et déjà été fait dans le cadre de la loi de programmation sur la recherche, qui a permis à 6 milliards d'euros d'être d'ores et déjà arrivés dans les laboratoires avec des augmentations salariales conséquentes, et elles étaient nécessaires dans ce secteur. Et d'ici 2030, ce seront 19 milliards d'euros qui seront consacrés au budget de la recherche. Et donc les 100 millions auxquels vous faisiez référence, Madame la sénatrice, était l'augmentation de cette année, mais il s'agit bien de 19 milliards d'euros qui sont programmés d'ici 2030. Merci. La parole est maintenant sur le temps de parole. Notre collègue Jean-François Husson, rapporteur général pour le groupe Les Républicains. Au niveau d'énervement, on est à peu près certains qui ne prennent pas d'excitants psychotropes. Monsieur le Premier ministre, comme tous les Français, j'ai découvert les Républicains, ce week-end, par voie de presse, votre idée que les Français puissent être consultés par la voie du référendum. Mais je crois qu'on l'a tous découvert. Je vous cite, par voie de presse. Un plan d'ensemble avec un objectif clair, être moins dépendant de la dette dès cette année et à l'horizon de 4 ans, passer sous les 3% de déficit public. Cette notion de plan d'ensemble, famélique dans l'article, mérite assurément d'être précisé, et c'est d'ailleurs le moment. Et puis je mets en parallèle l'article 47, déjà évoqué, de notre Constitution, qui prévoit également que le Parlement vote les projets de loi de finances. C'est même une de ses prérogatives majeures à laquelle il est particulièrement attaché. Il me semble donc que votre proposition mérite d'être précisée, et même, puisque je reprends votre propos, éclairée. Pouvez-vous à cet instant le faire ? Pour moi, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Et oui, parce qu'il est président de groupe, donc c'est le Premier ministre qui n'aura pas de limite de temps de parole. Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Jean-François Husson, d'abord pour noter en effet la préoccupation qui n'a jamais cessé d'être la vôtre ces dernières années sur la question de l'équilibre des finances publiques en France. Situation, nous en conviendrons aisément, profondément dégradée, et profondément dégradée depuis plusieurs décennies. Ce qui est frappant, c'est que depuis le début du XXIe siècle, toutes les familles politiques présentes sur ces bancs ont été peu ou prou associées au gouvernement, et toutes les familles politiques présentes sur ces bancs ont éludé cette question en considérant qu'il était plus facile de faire un budget avec des déficits que de prendre des décisions drastiques. Et ça vaut mieux d'ailleurs. Que ceux qui se succédaient à la tribune demandaient en général des dépenses, en tout cas la préservation absolue du département ministériel ou du sujet de préoccupation qui était le leur. Et c'est bien la cause de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Vous vous rendez compte, c'est parce que vous avez fait votre boulot. C'est la raison pour laquelle la conviction qui est la mienne, c'est que c'est du côté des citoyens français que se trouve la clé de ce retour à l'équilibre que nous appelons de nos voeux. Alors, je veux... Il y a des premiers ministres qui sont tombés pour moins que ça. Clairement qu'il ne s'agit pas de faire adopter un budget par référendum. Ah bah si, c'est ce que tu viens de dire. Ça serait impossible. Et anticonstitutionnel. Institutionnellement impossible. Mais il est tout à fait possible d'imaginer, et nous n'en sommes pas encore là, un texte cadre qui permette aux Français de prendre la pleine mesure de la situation. Et non, ils ne le font pas. Bien sûr que si. On la vit au quotidien. Vous leur dissimuler tout le temps. On le vit au quotidien avec les services publics en rade, etc. Il y a des années, des décennies que toutes vos interventions sont pour expliquer que les gouvernements successifs sont méchants parce qu'ils ne donnent pas assez d'argent aux causes qui vous intéressent. C'est en train de le perdre. Et donc je suis, Monsieur le Président, ça s'énerve. Tout à fait prêt à envisager avec vous en particulier et avec ceux de vos collègues librement
quel genre de consultation nous pouvons mettre en place à la décision du président de la République. Je rappelle que l'article 11 de la Constitution, pour un texte portant norme, c'est évidemment proposition du gouvernement et décision du président de la République. Mais je suis persuadé que si nous ne sortons pas des sentiers battus, nous n'arriverons jamais à trouver une réponse à cette question. S'il n'y a pas une prise de conscience profonde de nos concitoyens, de leurs familles, de leurs associations, de leurs entreprises, s'ils ne sentent pas à quel point ils sont engagés dans ce drame, alors nous n'y arriverons pas, parce que l'habituelle mécanique, c'est qu'il faut toujours, on l'a vu ici d'ailleurs au moment de la discussion du budget que nous avons réussi in fine à faire adopter cet automne, la mécanique, c'est constamment de baisser les prélèvements et constamment de dépenser plus. Ça s'appelle des déficits. Je veux simplement dire, je suis sûr que vous serez d'accord sur ce point, des déficits, on peut en faire si on n'a pas de dette. On reporte dans le temps et ma foi, les choses peuvent se redresser. De la dette, on peut en faire si on n'a pas de déficit, parce que le temps vous sert. Mais si vous avez une masse jamais atteinte de dette et une masse jamais atteinte de déficit, vous êtes dans une impasse dont vous ne pouvez pas vous sortir et il n'y a que la prise de conscience des citoyens français qui nous permettra de trouver un chemin. Je vous remercie. Mais on l'a, la prise de conscience. Monsieur le rapporteur général, Monsieur Husson. La retraite à 64 ans, les droits sociaux qui baissent, les services publics qui sont cassés. Nous sommes ici sortis de la tranchée il y a on 2 le ans, sent au quotidien. En proposant ce qui ne s'est jamais fait sous la Ve République, en tant qu'opposition parlementaire, 7 milliards d'économies. Et c'est ceux que vous soutenez depuis le début, à l'époque, on balayait d'un revers de main. Deuxième élément, vous dites ça fait des décennies. Certes, mais en 7 ans, un tiers de l'augmentation de la dette, 1000 milliards, sont tout de même de la responsabilité des gouvernements. Pardon, mais là j'applaudis. Voilà, la plus forte augmentation de dette, c'est sous Macron, en 7 ans. Des gouvernements qui se sont succédés. Et ce qui irrite les Français par-dessus tout, c'est l'absence de reconnaissance par les gouvernements successifs de la part de responsabilité que les uns et les autres ont dans cet état. Il y a Patrick Mignola qui hoche de la tête. Ne montrez pas, Monsieur le Premier ministre, je ne peux pas accepter le fait que vous montriez notamment notre majorité qui a été audacieuse. Et je vous demande, en tous les cas, je continuerai d'être dans l'état d'esprit d'être loyal, exigeant, mais je demande, Monsieur le Premier ministre, que vous respectiez le Parlement et notamment ici, il faut travailler en bonne intelligence, en complicité avec la majorité sénatoriale. Pas qu'avec la majorité sénatoriale, mais effectivement, il faut respecter le Parlement. La parole est à notre collègue Marie-Claire Carrère-Gé pour le groupe Les Républicains. Donc toujours les Merci, Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Éric Lombard. Près de 400 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, un chômage des jeunes qui explose, plus 44%, une économie française qui a perdu 70 000 emplois en un an. Des signes avant-coureurs d'une dégradation plus forte encore, avec de mauvais chiffres pour l'emploi intérimaire, des plans sociaux qui se multiplient, des enseignes de distribution qui tombent une à une. Pour éviter des années noires pour l'emploi, éviter de voir des familles basculer nombreuses dans la précarité et des jeunes qui perdent espoir, il faut stopper net l'hémorragie et se donner les moyens de la réindustrialisation du pays. Point 1, ce n'est pas vous en faire offense, Monsieur le ministre, que de redouter que la hiérarchie des priorités du gouvernement, celle qui est affichée, soit en décalage avec les urgences pour les Français et le pays. Au Parlement, plutôt que de disserter sur la proportionnelle, nous voudrions débattre d'une loi spéciale pour la réindustrialisation, supprimant des boulets normatifs qui ne pèsent que sur nos entreprises, notamment l'automobile, voire adopter la loi sénatoriale Grémillet qui remette l'énergie au rang de nos avantages compétitifs et voir la France se doter à nouveau d'une politique de l'emploi.
Ils ont des Point 2, ce n'est pas résolutions vous faire intéressantes. offense non plus que de constater qu'il y a urgence à passer des paroles aux actes. On approuve sans réserve les discours gouvernementaux sur l'effort massif pour notre défense. Puis, on entend malheureusement le constat préoccupant fait par le GIFAS du recul de 33% des commandes passées à l'industrie en 2024 dans l'aéronautique militaire. 3. Enfin, ce n'est pas vous faire offense non plus que de constater que face aux urgences, nous ne sommes pas dans le bon tempo, ni en France, ni au niveau européen. On ne peut sérieusement envisager attendre 2028 pour mettre des droits de douane sur les petits colis de Chine et Temu, ni 2026 pour des frais de gestion douanière, ni enquêter des années durant sur les pratiques commerciales orthogonales avec le droit de la consommation avant de sévir. Votre question. L'urgence d'une vision avec de bonnes priorités, un changement absolu de braquet et de tempo pour agir. Voici ce que nous attendons de vous. Nous serons là pour vous soutenir. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie, des finances, monsieur Éric Lombard, ministre de la souveraineté industrielle aussi. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Ministre Carrère Gée. Notre économie, Madame la Ministre, je veux le dire devant vous, résiste bien dans cet environnement difficile. Mais là où je vous rejoins, c'est sur la priorité donnée à l'industrialisation. Et c'est pourquoi ce gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, met dans ses priorités le maintien de notre compétitivité, l'amélioration de notre compétitivité, de notre attractivité. Et je veux vous donner quelques exemples rapides. Nous étions avec ma collègue chargée du numérique et de l'intelligence artificielle lundi aux Émirats arabes unis pour poursuivre les engagements qui ont été pris à la suite du sommet de l'intelligence artificielle mené par le président de la République. 109 milliards d'euros d'engagement. En matière d'énergie, la proposition de loi de votre collègue Daniel Gremillet va se poursuivre cet été à l'Assemblée et au Sénat. Et le nouveau président directeur général d'EDF, qui a été nommé en Conseil des ministres ce matin, a pour mission de signer avec nos grands énergéticiens, nos grands industries énergo-intensifs, des accords leur permettant d'être compétitifs et d'accélérer la mise en œuvre du projet de construction de 6 EPR qui va participer de notre compétitivité énergétique. En matière de défense, c'est bien que ça mette moins de temps que Flamanville. En 2017, les engagements du ministère étaient de 10 milliards. En 2025, 40 milliards d'ordres seront donnés par le ministère des Armées. Un quadruplement pour assurer notre défense et donc notre sécurité. Sur les plateformes, vous avez raison, nous n'allons pas assez vite. Enfin, je veux dire un mot de l'acier, de l'aluminium. Par contre, ça n'annonce pas de mesure. On ne va pas assez vite. En lien avec l'Union européenne, avec mon collègue Marc Ferracci, nous bataillons pour mettre en place les protections, protéger la production en France de ces industries essentielles pour le futur. Donc nous sommes au combat, je veux vous l'assurer, et nous allons continuer parce que c'est clé pour l'avenir de notre économie. Je vous remercie. Ça fonctionne tellement bien leur protection de l'économie que ArcelorMittal licencie, que Vancorex licencie, que le Doliprane est vendu. Enfin, c'est une catastrophe. L'État d'Israël n'a aujourd'hui plus qu'un seul objectif, raser Gaza et éradiquer tout un peuple. Ce qui se passe à Gaza depuis des mois est insoutenable. Il s'agit d'un massacre qui met à mal les fondements même de notre humanité. Après l'annonce de son projet de conquête du territoire palestinien, avec une attaque de grande envergure et le déplacement de la plupart de la population de la bande de Gaza, le gouvernement israélien franchit une nouvelle étape dans sa volonté d'effacer purement et simplement la Palestine avec un réel risque génocidaire. Après l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023, nous avons toujours défendu le droit d'Israël à assurer sa sécurité. Mais le choix du gouvernement de Netanyahou de piétiner de manière délibérée et répétée le droit international met en danger sa propre population et sacrifie définitivement ses otages. Les milliers d'Israéliens qui manifestent chaque jour contre leur propre gouvernement le savent. Ah ouais ? Aussi et surtout, la population civile palestinienne n'a pas à payer pour les crimes du Hamas. L'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza est bloquée depuis 2 mois, affamant ainsi des hommes, des femmes et des enfants. Les Nations unies et les associations présentes sur place ne cessent de dénoncer le massacre d'innocents et les violations constantes du droit international. Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas rester silencieux face à ce massacre. Mais au-delà des mots et des incantations, quelles sont les actions de la France ? Quand allons-nous enfin reconnaître l'État palestinien ? Allez-vous demander une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour prendre des sanctions, imposer un cessez-le-feu et lever le blocus à Gaza ?
Le Conseil de sécurité, de toute façon, il y aura le veto états-unien. En charge de l'Europe, M. Benjamin Haddad. Vous avez sur la reconnaissance de l'État de Palestine, il y a des progrès à faire. Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Narassiguin, vous le savez, depuis l'attaque barbare du 7 octobre, la France et sa diplomatie n'ont cessé d'œuvrer pour trouver la voie d'un cessez-le-feu permanent à Gaza, la libération inconditionnelle de tous les otages, la libération inconditionnelle des otages, la défense du droit international humanitaire et la relance d'un dialogue politique qui pourra mener à deux États, un État palestinien souverain vivant côte à côte avec l'État d'Israël en toute sécurité. Et nous l'avons dit, la rupture... On est en train de parler du conflit israélo-palestinien, tu reviens au bon moment. Intervenu à Gaza représente un retour en arrière dramatique pour toutes les populations civiles de la région. Et c'est pour cela que nous travaillons avec les médiateurs américains, égyptiens, qatariens à remettre les parties autour de la table pour la négociation et assurer l'entrée de l'aide humanitaire que vous avez évoquée. Nous travaillons aussi et nous soutenons l'initiative des pays arabes pour reconstruire la bande de Gaza et bien sûr cette gouvernance qui ne pourra se faire que sans le Hamas, qui est un groupe terroriste. Et je voudrais le dire, comme l'a rappelé tout à l'heure le Premier ministre et l'a dit le Président de la République, le plan qui a été présenté par le gouvernement israélien de conquête de Gaza et de déplacement des populations représente une impasse absolue pour la paix, pour la sécurité d'Israël, pour la sécurité de toutes les populations de la région. Et c'est pour cela que nous continuerons de travailler avec nos partenaires. Il y aura, vous le savez, au mois de juin, une conférence avec l'Arabie saoudite qui visera précisément à travailler à la reconnaissance de l'État palestinien et à créer, enclencher une dynamique de reconnaissance mutuelle d'Israël par ses voisins et de l'État palestinien. Vous pourrez compter sur la mobilisation de la France, qui est le pays européen, l'un des pays au monde les plus engagés pour pouvoir trouver les voies de la paix dans la région. Je ne suis pas sûr qu'Israël veuille reconnaître l'État palestinien. Madame Narassiguin, cher collègue. J'ai comme un doute. Monsieur le ministre, avec cette nouvelle provocation d'Israël, juin, c'est trop tard. C'est maintenant que la France doit reconnaître l'État palestinien sans contrepartie et sans condition. C'est maintenant que le droit international doit s'imposer. Les criminels de guerre doivent être jugés par la Cour pénale internationale. C'est maintenant que nous devons agir. Autrement, c'est tout un peuple qui va disparaître dans notre silence coupable. La parole est à notre collègue Florence Lassarade pour le groupe Les Républicains. T'as raté François Bayrou qui craque. Président, Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce samedi à Goriagué en Haute-Gironde, Anthony Roland, conseiller municipal, a été violemment agressé alors qu'il tentait d'intervenir pour mettre fin à un rodéo urbain impliquant une quinzaine de jeunes âgés de 15 à 18 ans. L'élu qui s'était rendu sur le terrain de Baltrap de la commune après avoir failli être percuté par une de ses motos a été pris à partie. Selon le parquet, il a d'abord été frappé à l'aide d'un objet métallique, puis roué de coups au sol jusqu'à perdre connaissance. Face à cette agression d'une violence inouïe, je tiens ici à réaffirmer tout mon soutien à Anthony Roland ainsi qu'au maire de Goriagué. Ce drame relance le débat sur la sécurité des élus locaux. En mars 2024, le Parlement a adopté la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des élus locaux et la protection des maires, une initiative que vous aviez portée avec détermination à l'époque où vous siégiez encore sur ces bancs. Ce texte vise à renforcer la protection des élus en alignant les sanctions encourues en cas de violence sur celles prévues pour les atteintes contre les dépositaires de l'autorité publique comme les forces de l'ordre. Ce contexte préoccupant s'inscrit dans une tendance plus large. Selon une enquête du Cevipof, 28% des maires envisagent de ne pas se représenter en 2026 et 30% restent indécis. Qu'un élu de la République soit pris pour cible par un groupe de jeunes est inacceptable. Face à la multiplication de ces actes, les élus expriment de plus en plus le besoin d'un accompagnement renforcé et réclament la reconnaissance d'un véritable statut pour l'élu local. Il est essentiel que les agressions dont ils sont victimes fassent l'objet de sanctions exemplaires, y compris pour les mineurs. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures que vous envisagez de mettre en œuvre pour enrayer ces violences et combattre le sentiment d'impunité de ces adolescents ? Pour vous répondre, la parole est au ministre. Auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. François-Noël Buffet. Peu importe le statut, élu ou pas, les sanctions doivent être exemplaires. Madame la sénatrice Lassarade,
Je voudrais associer à votre question, bien sûr, vous avez rappelé Anthony Roland. Sinon, ça fait une justice à deux vitesses. Philippe Buisson, le maire de Libourne, qui lui-même a fait aussi. Oui, d'ailleurs, pas exemplaire, la justice. Une agression très récemment. Rappelez que 2000 plaintes sont en général déposées et signalements d'élus pour les violences recensées. Elles sont en augmentation, nous le savons malheureusement. Rappelez aussi peut-être que dans les cas particuliers que vous avez évoqués, pour monsieur, en tous les cas, Anthony Roland, 4 individus, dont 2 mineurs. Sur ces 4, 2 sont en garde à vue actuellement. Et pour ce qui concerne Philippe Buisson, le maire de Libourne, dont je rappelle que l'auteur de l'infraction a dit, et je le cite, mettre une balle dans la tête du maire, voilà la gravité telle que nous la connaissons, a été interpellé et que les perquisitions sont en cours. Peut-être rappeler également qu'en matière de rodéo, c'est le sujet concernant monsieur Roland, 4295 opérations de lutte contre les rodéos ont été menées depuis le début de l'année, ce qui constitue une augmentation de plus de 12% très précisément. Ce que je voudrais vous dire par rapport à la question précise que vous posez, il y a déjà eu des évolutions. D'une part, la création du Centre d'analyse de lutte contre les atteintes aux élus, le CALAE, qui en 2023, qui a permis déjà de mettre en place un certain nombre de mesures supplémentaires. Il y a eu le texte de 2024, dont je connais un peu l'auteur, et vous avez eu la gentillesse de le rappeler, pour protéger les élus. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi tout le travail qui doit être fait, en particulier dans le prochain texte sur le statut de l'élu, qui devrait être bientôt débattu devant le Parlement, qui viendra renforcer évidemment la protection des élus locaux, des élus en général, les élus locaux en particulier, donc qui répond positivement ainsi à votre demande. Je voudrais peut-être terminer en disant il y a aussi la stratégie qui est mise en place par le gouvernement, la stratégie nationale de prévention de la délinquance, dont le texte sera bientôt publié, qui a vocation à essayer de répondre aux 51% de jeunes mineurs qui aujourd'hui sont à l'origine des violences, de ces violences de plus en plus violentes, de plus en plus intenses, et qui va essayer, dans le complément de continuité de sécurité que nous mettons en place avec le ministre d'État, d'être le plus tôt possible en capacité de pouvoir identifier ceux qui demain pourraient déraper pour enfin pouvoir être réorientés correctement. Merci. C'est vrai qu'il y a des questions sur lesquelles Gérard Larcher il est permissif. Merci pour parce que là, il a réponse, demandé la Monsieur le conclusion ministre. à Le sujet, c'est 2,25. l'autorité. Les jeunes mineurs cherchent, par la provocation, à voir émerger cette autorité. Je pense qu'il faut en tenir compte. Et les élus, surtout, doivent comprendre qu'il ne faut pas aller seuls sur ce type de terrain. Il faut y aller à plusieurs, parce que là, le fait d'être seul aggrave le risque. Il faut conclure. Merci. La parole est à notre collègue Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste. Ouais, il n'est pas tolérant pareil. Ouais. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, vous avez aimé lorsque la Commission européenne a délégué les programmes Erasmus à l'association Al-Sharq, directement liée aux frères musulmans, et également à 2 universités islamiques, Skopje et Gaziantep, qui ont applaudi au massacre du 7 octobre. Vous avez aimé les financements par milliers là, je l'ai vraiment vu. De l'association ENAR, plus de 12 millions ces dernières années, Islamic Relief, 6 400 000 €. Vous allez adorer la nouvelle production européenne qui est le Coran européen. 10 millions d'euros, 60 000 € la page, pour nous montrer que le Coran était indispensable à l'Europe des Lumières. Et puis, ce texte magnifique va être complété par un accord signé en mois de novembre 2024 pour 10 000 autres millions pour les sciences occultes dans l'islam. Alors, monsieur le ministre, rien n'y fait. Ni les questions écrites, ni les questions orales, ni les rappels au règlement, ni les interventions au budget, pour vous demander de diminuer un peu le budget de l'Union européenne pour éviter ces dérives. D'ailleurs, la Cour des comptes européenne cherche 7,5 milliards de subventions, ne sachant pas où elles sont versées, considérant qu'en partie, les subventions versées ne correspondent pas aux objets ni aux valeurs de l'Union européenne. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'on va enfin prendre des mesures pour que le contribuable français et le contribuable européen cessent d'entretenir ces organismes en lien avec les frères musulmans? Je vous remercie. C'est les Républicains. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge de l'Europe, monsieur Haddad. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Goulet, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre engagement et votre mobilisation constante sur ce combat. Vous savez que je partage ce combat et nous avons l'occasion d'échanger à ce sujet à de nombreuses reprises. J'ai un problème. Et je veux le dire de façon
très clair. L'Union européenne, c'est une union de valeurs. La démocratie, l'état de droit, la liberté, bien sûr la laïcité, et pas 1 euro d'argent du contribuable français ou européen ne doit aller à quelque forme de promotion de l'islam radical, des frères musulmans ou de l'islam politique. Et c'est le combat que nous menons précisément à Bruxelles. Je voudrais vous faire part de quelques initiatives que nous avons prises, mais nous allons aller plus loin parce que vous avez raison, la Commission européenne continue de manquer de vigilance sur la transparence des fonds européens, en particulier sur ce sujet. Et c'est un sujet que je porte à Bruxelles. Nous avons obtenu l'année dernière l'inclusion d'un article dans le règlement financier de l'Union européenne qui permet de suspendre l'attribution de fonds européens aux bénéficiaires incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence. En même temps, je crois qu'il y a un parti qui a suffisamment pioché dans les caisses de l'Union européenne largement inappliqué, pour le prouver. Faute de rigueur dans le contrôle par la Commission européenne ou certaines agences décentralisées. C'est le cas, par exemple, pour Erasmus+, que vous avez cité. C'est pourquoi je porte, avec des partenaires européens, une initiative pour exiger de la Commission un meilleur contrôle des financements européens, à laquelle nous allons vous associer étroitement. La Commission doit impérativement mettre en place une procédure de filtrage rigoureuse, assurer un engagement de l'ensemble des bénéficiaires à respecter nos valeurs, à l'image du contrat d'engagement républicain qui existe aujourd'hui en France. Vous le savez, Madame la sénatrice, vous pouvez compter sur mon engagement. J'ai fait de ce combat pour nos valeurs européennes contre l'islam politique une priorité depuis que je suis ministre des Affaires européennes et je continuerai à mener la plus grande vigilance. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Ministre, merci. Le rapport de la Cour des comptes européen est absolument accablant. Monsieur le Ministre, il y a un rapport qui est maintenant remis à Bruno Retailleau et qui avait été demandé par Gérald Darmanin sur la dangerosité des frères musulmans de l'ambassadeur Gouillette et du préfet Courtade. On ne sait pas où est passé ce rapport. Ce serait bien qu'on puisse en avoir connaissance. Et enfin, en ce qui concerne les frères musulmans, je pense que l'exemple jordanien très récent doit nous appeler à être d'une vigilance absolue et de cesser cette naïveté. Je vous remercie. Merci. Alors, la parole est à notre collègue Olivier Paccaud. Pour les groupes Les Républicains. Pour le groupe Les Républicains. Ah oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Ah bon ? L'école est la mère des batailles, avait dit un ancien Premier ministre. C'est Mignola qui a dit cette école où se façonne la France de demain, elle se porte mal. Raréfaction des enseignants par manque d'attractivité, baisse de niveau, violence, harcèlement, que de mots. Hier, à la demande de la Commission des finances du Sénat, la Cour des comptes a rendu un rapport que je vous invite à méditer, dont le titre est évocateur, « L'éducation prioritaire, une politique publique à repenser ». L'éducation prioritaire, c'est 21% des élèves français, 25% des enseignants, 2,6 milliards d'euros de budget spécifique, avec de gros efforts récents, le dédoublement des classes ou encore la hausse notable des primes pour les personnels concernés, mais des résultats très mitigés. Ainsi, malheureusement, le déterminisme social reste beaucoup plus fort en France que chez nos voisins en matière de réussite scolaire. Et 70% des enfants issus de milieux défavorisés sont hors éducation prioritaire. Alors, plus que l'égalité des droits, la République, c'est l'égalité des chances. Et l'éducation prioritaire est censée la renforcer. En vain. Alors, Madame le ministre, absente, n'est-il pas temps aujourd'hui, alors que depuis 10 ans, vos prédécesseurs doivent revisiter, réformer la carte de l'éducation prioritaire, n'est-il pas temps de s'y attarder, de remettre le système à plat, de revoir concrètement les critères de classement qui excluent aujourd'hui la ruralité, d'introduire de la progressivité dans l'allocation des aides et enfin, last but not least, de passer, c'est le plus important, d'une logique d'école, d'établissement prioritaire et non plus de réseau d'éducation prioritaire. J'aime bien comment un anglicisme est à le Sénat qui part en sucette. Chargé des relations avec le Parlement, Monsieur Mignola. Par contre, oui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, prosodie est très intéressante. Sénateur Paccaud, je vous prie d'excuser l'absence exceptionnellement de la ministre d'État qui aurait voulu vous remercier de mettre votre puissance rhétorique, s'appuyant régulièrement non mais c'est vrai, on peut sur la langue de Shakespeare, sur le plus beau combat, le plus grand qui vaille dans la République, pour reprendre une phrase que répète régulièrement le Premier ministre, la naissance ne peut pas être un verdict.
et qu'on soit en zone actuellement classée d'éducation prioritaire parce qu'on est en zone urbaine dense, mais aussi en zone rurale. Le rôle de l'éducation prioritaire et des 2,6 milliards d'euros qui sont consacrés à cette priorité de politique publique doit en effet être revisité, à la fois sur la base de ce que la Cour des comptes a constaté, mais du travail qui est actuellement réalisé, je peux vous le confirmer, au sein du ministère de l'Éducation nationale. En effet, on peut relever que le dédoublement des classes de grande section de CP et CE1 ait été réalisé et ait commencé, à certains endroits, à produire des effets positifs. Pour autant, les politiques d'évaluation doivent être approfondies et la révision de la carte d'éducation prioritaire, en effet, mise à l'ordre du jour, puisqu'elle date de 2014. Et c'est bien le travail qui est actuellement réalisé par le ministère qui sera partagé, je peux en prendre l'engagement ici au nom de la ministre d'État et sous l'autorité du Premier ministre, avec les parlementaires et avec les élus locaux. Avec 2014, moi j'entrais à la fac, c'est vous dire. Ouais, je me félicite de cette nouvelle parce que la procrastination n'est jamais la solution. Et on avait par ici Henri Queuille qui siégeait, vous connaissez sa phrase, il n'est pas de problème dont une absence de solution ne finisse par venir à bout, puisse ne pas être la devise du ministère de l'Éducation nationale. Merci. Merci. Mais il met des scuds. La parole est à notre collègue David Ross pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Allez, 14e Merci, question. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Encore une fois. Lundi dernier, le Président de la République, dans le cadre de son discours à la Sorbonne, Choisir l'Europe, choisir la France pour la science, a annoncé la levée d'une enveloppe budgétaire dédiée de 100 millions d'euros. Si l'on doit saluer la mobilisation de la communauté politique et scientifique française pour accueillir des chercheurs étrangers et plus particulièrement américains, cela nécessite cependant des précisions et des engagements. Cette annonce à la Sorbonne, dans une des plus anciennes universités européennes, ambitionne certes une renaissance, celle d'une Europe des Lumières, du savoir et de la connaissance. Elle poursuit la démarche d'accueil impulsée sous la présidence de François Hollande avec l'instauration du dispositif PAUSE, programme d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil, et vient compléter celle déclinée par le CNRS, les organismes de recherche et plusieurs universités françaises de premier rang. Mais cette annonce se heurte à d'autres annonces récentes nettement moins enthousiasmantes. Je pense à l'annulation de près de 500 millions de crédits pour la mission recherche et enseignement supérieur, alors même que le nombre d'étudiants continue d'augmenter. Ou encore à celle des 225 millions du programme France 2030. Et voilà que l'on apprend la capacité du gouvernement à mobiliser 100 millions de crédits sur ce même programme, sur des crédits non encore fléchés. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous éclairer quant à cette devrait donc passer normalement par le Parlement, à savoir quelles années budgétaires de rattachement, quel impact par rapport au programme France 2030, quelles seront les conditions de sélection des scientifiques et des thématiques retenues, quel sera le statut et les salaires des scientifiques accueillis ou encore la pérennité de ce dispositif. Enfin, Monsieur le Ministre, considérant les situations de nos universités, dont la majorité, comme vous le savez, se trouve dans une grande tension, voire une précarité financière, comment envisagez-vous que cette terre d'accueil ne se transforme pas en terre de lamentation pour nos chercheurs et enseignants-chercheurs actuellement en poste ? Alors là, beaucoup de questions. Là, vous allez avoir du détail, vous allez avoir tous les chiffres, tous les fléchages, ça va être très intéressant. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Ross, dans le droit fil de ce que je disais tout à l'heure à la sénateur Souiris et en excusant à nouveau le ministre Philippe Baptiste, à la fois je ne peux que vous donner raison sur l'opportunité formidable que représente évidemment l'accueil possible de chercheurs du monde entier, en particulier ceux du continent américain qui sont menacés dans leur liberté académique et dans les moyens qui peuvent être mis à leur disposition par l'administration américaine. C'est dans cet esprit que le programme Choose Europe for Science, vous l'avez bien dit cette fois dans la langue de Molière, a été cette semaine une surprise et une chance formidable. Je veux ici vous répéter un certain nombre d'éléments rassurants sur le plan budgétaire, à la fois sur l'augmentation du budget des universités qui a été décidée par l'ensemble des groupes parlementaires du Parlement et en particulier dans la discussion qui ont eu lieu avec votre groupe pour obtenir le vote du projet de loi de finances cette année de 300 millions d'euros. Ces 300 millions d'euros sont bien confirmés dans l'augmentation budgétaire des universités de l'enseignement supérieur. S'agissant de la recherche, outre les 6 milliards d'euros que j'évoquais tout à l'heure, les 19 milliards d'euros dont fait partie le programme France 2030 sur lequel vous nous interrogez précisément à l'instant, sont bien confirmés également jusqu'en 2030. Donc,
le gouvernement est animé des mêmes objectifs que vous pour qu'en effet, si d'autres veulent éteindre les lumières, l'Europe et la France continuent d'éclairer des siennes une partie, sinon le monde entier. Monsieur Ross, vous avez quelques secondes. Merci Monsieur le Président. Alors avec la volonté affichée du Président de la République, avec le fait que le Premier ministre dit que le gouvernement n'est pas méchant, je ne doute pas que dans le couloir du PLF 2026, on aura des besoins, enfin des moyens qui seront à la hauteur des besoins des universités parce qu'après le dispositif pause, il s'agit maintenant d'accélérer. Ah, j'aurais dit il faudrait passer la seconde. Jean-Luc Ruel pour le groupe Les Républicains. Les Républicains. Monsieur Ruel, vous avez la parole. Excusez-moi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, faut-il recevoir des terroristes à l'Élysée? Pour le Président de la République, la réponse est manifestement oui. Emmanuel Macron reçoit en effet aujourd'hui Ahmed El-Shara, nouvel homme fort de Damas. Cela nous renvoie à l'attente bédouine de Kadhafi dans les jardins de l'hôtel Marigny en 2007. Rappelons simplement les faits d'armes de celui qui s'est autoproclamé président à titre transitoire de la République arabe syrienne. Ah, littéralement. Il est l'un des chefs militaires de l'État islamique d'Irak, futur Daesh, fondateur du front Al-Nosra qui a prêté allégeance à Al-Qaïda, commandant en chef du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, tombeur du régime de Bachar al-Assad. Eh ben, sacré palmarès. Pédigré sulfureux d'une véritable star du djihadisme mondial, présent sur ces listes de sanctions pour terrorisme et pour qui Emmanuel Macron a dû demander exceptionnellement à l'ONU une exemption de quelques heures pour lui permettre de se déplacer à Paris. Ahmed Al-Shara dit avoir remisé son turban de djihadiste. On ne peut que douter de ce soudain repentir. Persécutions et massacres de minorités alaouites et druzes, tolérés ou encouragés par ces milices, nomination de proches à des postes de pouvoir, contrairement à la promesse d'ouverture de son gouvernement, distribution de passeports syriens aux anciens djihadistes étrangers. Ahmed Al-Shara n'a rien à modérer. Il incarne l'islamisme radical qui ensanglante notre pays. Le recevoir, c'est légitimer ce pouvoir violent, c'est trahir les morts, les minorités et tous ceux qui espéraient un autre avenir pour le Levant. Par ailleurs, je souhaiterais vous faire part d'un regret plus personnel. Samedi dernier s'est tenue à Libreville l'investiture de Brice Oligui, élu président pour 2 années d'une transition réussie, marquant le rétablissement de l'ordre constitutionnel, le retour du Gabon dans le concert des nations. Des liens avaient été noués ici même au Sénat. Dès 2024, le président Larcher, précurseur dans la reprise du dialogue avec le Gabon, avait reçu la présidente du Sénat gabonais, Paulette Missambo. Le président de la République était donc grandement attendu à Libreville. Il y a brillé par son absence. Je ne peux m'empêcher de remettre en perspective ce rendez-vous manqué et la réception ce jour d'Ahmed El-Shara. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué. 2 minutes 40. Benjamin Haddad. Et je sens qu'il a eu du rab parce qu'il a invoqué Gérard Larcher dans son discours. Monsieur le sénateur Ruel, vous m'interrogez sur 2 sujets différents. Donc je vais y répondre de façon distincte. Au sujet de l'investiture au Gabon du président Oligui, j'ai eu l'honneur de représenter la France et le président de la République à cette investiture ce week-end et j'ai pu transmettre personnellement les félicitations et un message d'amitié et de respect du président au président Oligui. Après, vous l'avez dit, une transition réussie et les liens d'amitié entre nos 2 pays sont forts et nous souhaitons approfondir la coopération avec le Gabon. Et c'est pour cela d'ailleurs que le président de la République a adressé une invitation au président Oligui pour se rendre à Paris dans les prochains mois en visite officielle. Donc là, clairement, nous sommes avec le peuple gabonais dans cette transition réussie. En ce qui concerne la Syrie, j'ai eu l'occasion Fabrication maison. En réponse à la question du sénateur Hervé. Sur ce sujet, nous n'avons qu'une seule boussole, c'est la défense de nos intérêts et en particulier la sécurité des Français. Nous avons obtenu de la part du gouvernement si vous avez d'autres idées, je suis preneur. syrien à la suite de la visite du ministre des Affaires étrangères à Damas, un certain nombre d'engagements, que ce soit pour la lutte contre la dissémination des armes chimiques, ce qui est partiellement fait. Le dialogue avec nos alliés kurdes dans la lutte contre le terrorisme, là aussi ce dialogue a été engagé et
le fait d'intégrer de façon représentative les différents groupes, les communautés qui composent la Syrie au sein d'un gouvernement représentatif. Là aussi, cet engagement a été tenu. Maintenant, il s'agit d'aller plus loin dans un dialogue qui est extrêmement exigeant, sans aucune naïveté, avec réalisme et lucidité, là aussi pour défendre nos intérêts, avec M. Ahmed El-Shara, qui est reçu aujourd'hui à Paris. Pourquoi ? Tout d'abord, pour s'assurer que les responsables des massacres qui ont été commis sur la côte occidentale de la Syrie, vous l'avez dit, contre les communautés chrétiennes, alaouites ou druzes, soient traduits devant la justice, et aussi pour approfondir, pour continuer notre coopération dans la lutte contre le terrorisme de Daesh, qui est notre lutte et notre priorité là depuis 10 ans. Parce que une Syrie qui se fracturerait, qui s'effondrerait, serait une fois de plus un tapis rouge qui serait déroulé au retour de Daesh. C'est cette seule boussole et c'est la responsabilité de notre pays dans ce. Il va s'énerver. Non. La parole est à notre collègue Michel Canevet pour le groupe de l'Union centriste. Dernière question. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. En 2018 et surtout en 2020, le gouvernement avait présenté une stratégie nationale ambitieuse pour l'hydrogène décarboné, voulant d'ailleurs faire de la France le pays leader européen en matière d'hydrogène décarboné et en matière d'énergie renouvelable. L'hydrogène a fait Les objectifs quantitatifs ont été accrus en 2023 et de nombreux acteurs économiques se sont lancés dans la production d'énergie d'hydrogène décarboné. Dans le Finistère, par exemple, l'entreprise H2X Écosystème, mais à l'échelle nationale, vous avez Forvia, vous avez Symbio, vous avez McPhy, qui, notamment dans le domaine de la mobilité, ont engagé des travaux de production extrêmement significatifs, parce qu'on voit bien que c'est un secteur où la décarbonation est particulièrement difficile. En Allemagne, le gouvernement vient récemment de présenter l'ambition d'une autoroute hydrogène investissant de l'ordre de 19 milliards. Et puis, à côté de nous aussi, en Espagne et en Suède, l'ambition est de produire de l'hydrogène à des conditions compétitives particulièrement fortes. Et donc, les inquiétudes de la filière s'expriment actuellement avec le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été préparé, dans lequel on ne sent pas la volonté de soutenir cette filière qui peut devenir excellente pour la France. Quelle est la position effective du gouvernement à ce sujet ? Je vous le donne en avance. L'Union européenne a dit non, donc on fait prout. Nathalie Delattre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Michel Canevet, je vous remercie pour votre question à laquelle je réponds au nom de mon collègue, le ministre Marc Ferracci. Comme vous l'avez rappelé, la France. Mais il est parti où ? Il était à l'Assemblée tout à l'heure. Stratégie nationale d'hydrogène qui a défini des objectifs de développement de l'hydrogène bas carbone au service des souverainetés énergétiques et industrielles de notre territoire. 5 ans après son lancement, l'État a soutenu plus de 150 projets concernant l'hydrogène, notamment dans le cadre du plan France 2030. C'est le cas pour l'installation, par exemple, d'usines de production d'hydrogène à Fos-sur-Mer, dans la vallée de la Chimie, et autour du Havre. Concrètement, l'application de la stratégie nationale hydrogène, c'est la création de 8000 emplois directs dans les 5 prochaines années. Si les premiers résultats sont prometteurs, la mise en œuvre prend du temps et la filière est confrontée à la concurrence internationale et aux avancées rapides d'autres modes de décarbonation. Cependant, nous devons poursuivre l'innovation et produire notre hydrogène en France. Pour cela, le ministre Ferracci a présenté le 16 avril dernier une révision de la stratégie hydrogène basée sur 4 nouvelles orientations. 1. L'installation d'électrolyseurs avec 4,5 gigawatts produits pour 2030 et 8 gigawatts pour 2035. 2. La maîtrise de l'ensemble des équipements de l'hydrogène sur toute la chaîne de valeur. 3. Le déploiement d'infrastructures françaises de transport de l'hydrogène bas carbone pour connecter les producteurs et les consommateurs. Et 4e, la garantie d'accès aux conditions nécessaires au développement de la filière hydrogène en France, notamment par le volet formation. Alors vous le voyez, monsieur le sénateur, l'hydrogène n'est pas passé au second plan dans la stratégie énergétique de l'État. C'est une opportunité forte qui répond aux enjeux de décarbonation, de création d'emplois et de souveraineté énergétique que nous ne laisserons pas passer. Je vous remercie. Monsieur Canevet.
2 minutes tout pile. Merci, Madame la Ministre, de cette réponse, parce qu'effectivement, notamment en Bretagne, de nombreux acteurs se sont engagés dans cette filière et il convient de les soutenir. Et je suis heureux que le gouvernement réaffirme à l'instant que l'ambition reste d'être un leader en la matière. C'est important, notamment parce que nous avons connu une production excédentaire d'électricité l'année dernière et qu'il faudra bien trouver des moyens de stockage. L'hydrogène en est un. Donc, soyons actifs en faveur de l'hydrogène. Merci. Oh, j'ai l'impression d'avoir commandé. Merci, monsieur le Premier ministre. C'est fini. Mesdames et messieurs les ministres, nous en avons terminé avec les questions au gouvernement. Nos prochaines questions auront lieu le mercredi 14 mai. La semaine prochaine. Je vais lever la séance. La prochaine séance aura lieu lundi 12 mai à 15 h pour le vote sur la proposition de loi relative à l'organisation et aux missions des professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes, psychologues professionnels et volontaires, il est explosif celui-là. des services d'incendie et de secours. La séance est levée. Ouais, il est explosif ce projet de loi. Bon, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Je vais juste clôturer la VOD pour YouTube et puis après on va débriefer. YouTube d'ailleurs, merci si tu as regardé jusque-là cette VOD. Du coup, attendez, je vais pouvoir valider la prédiction. Toc. Non, il ne s'est pas énervé sur le temps de parole. Toc, c'est validé. Voilà. Donc YouTube, si tu as regardé cette VOD jusque-là, si tu veux venir participer aux questions d'actualité au gouvernement, donner ton avis, poser des questions, etc., tu es bien évidemment le bienvenu. Le format est en live tous les mercredis de 13h45 à peu près 16h45, 17h. Voilà, donc si tu as l'occasion de passer une tête, n'hésite pas, le lien de la chaîne Twitch est en description de la vidéo. Voilà, nous on va justement débriefer les questions d'actualité au gouvernement avec tout ce que par exemple King Loris a raté et les questions qu'on avait évoquées précédemment qui sont toujours à l'ordre du jour. Donc si tu veux être curieux, si tu veux regarder ce qui est dit et si tu veux toi aussi participer, n'hésite pas à venir. Et puis bien sûr, bon je l'ai déjà dit en début de vidéo mais je le répète, si cette VOD t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines questions d'actualité. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une nouvelle session de questions d'actualité au gouvernement. Cette fois, on retournera bien à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà. D'ici là, YouTube, porte-toi bien, amuse-toi bien et ciao tout le monde.